va nous présenter l'association. Elle va surtout nous présenter d'abord son enfant. Si tu ouvres les chiffres pour découvrir les travaux de Dylan. Adorable. Ça peut peut-être créer une vocation. Hein. Exactement. Bah ouais. Voilà, ce qu'on entend, ce qu'on a. C'est ça. La microbiologie. C'est fascinant, ce monde invisible. Les champignons, les bactéries, les phages. La vie, quoi. C'est la vie, hein. Beaucoup de compétitions de coopération. Hein, ah ouais. Bon, en tout cas, pour ceux qui, ceux qui sont là, merci de votre présence. Ça nous touche vraiment énormément. Prolifique, pour ceux et celles qui ne le savent pas, est une association qui donc fête ses 15 ans cette année. Ouais. Et dont les activités principales est la collecte de fonds pour la recherche pour le cancer du sein. Des recherches menées par des écoles de Clara Manias, Gustave aussi, mais aussi de faire de la vulgarisation pour le grand public. Hein. C'est une des missions majeures de l'association, c'est vraiment de faire le lien entre la recherche, la science et la société. Ça aille dans les deux sens et c'est la raison pour laquelle tout au long de l'année, on organise des événements en public, donc avec un point d'honneur pour Octobre Rose. Voilà, où on mettra l'accent sur les recherches entre intelligence artificielle et oncologie pour améliorer la prévention et le diagnostic et aussi la recherche de thérapie. Et le grand événement cette année, ce sera le 15 décembre, fêter les 15 ans de Prolifique. On n'est pas sûr que ce soit le 15 encore, Maggie, il faut qu'elle négocie après les. Ah, j'ai entendu. On a lancé 15, 15. Avec les vacances scolaires. Ouais. Donnez-moi votre date. Ah, je sais pas, j'ai entendu 15. On a lancé 15 parce que tout est 15. Bah oui. C'est la jour de Hanouka. Et alors, c'est hautement symbolique. C'est hautement symbolique. Et donc, moi, je suis Céline Lozel et j'ai le privilège immense de rejoindre les équipes de Prolifique il y a 2 mois en tant que présidente. Donc, ça veut simplement dire que je représente l'association, ses activités et j'essaye au mieux d'être là pour les événements. Et comme on est super contents. Ouais, bah, c'est réciproque. Et j'ai le plaisir d'inaugurer cette année avec, Dylan, qui est lauréat 2024 ou 2025 2025, techniquement. 2025, ouais. Bravo. Bravo. Merci. Donc, Dylan Ruard pour ses travaux sur les bactériophages. Les bactéries, mais oui. Bactéries. Ouais. Notamment Coxiella Burnetti, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. J'ai pas choisi la plus facile niveau prononciation. Et donc, il va avoir l'honneur de vous présenter ses travaux ce soir. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, c'est vraiment une super opportunité. Donc, non, merci à vous. Pour des échanges d'avenir, la santé publique et oui, c'est important. la microbiologie, c'est un sujet d'avenir. Donc, merci beaucoup. Je laisse la parole à Clara. Ouais, d'accord. Elle a déjà tout dit, Céline a tout dit, sauf qu'elle est reporter scientifique à France Culture. Et que c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir une présidente qui fait le lien. Oui, Angèle, je parle de ta mère. Qui fait le lien entre le grand public et la recherche. Et je voulais aussi vous raconter les graines de chercheurs. Cette année, on a eu 8 dossiers. Et on était, Jeanne faisait partie du jury. En fait, c'est un jury, là aussi, c'est un jury qui est composé de scientifiques. Marie aussi, tu faisais partie du jury? Pas cette année. En fait, on était une dizaine, moitié grand public, moitié scientifique. Les scientifiques sont là pour assurer que la science est bonne, et le grand public pour assurer que c'est compréhensible et que ce n'est pas du jargon de scientifique. Donc, ceux qui souhaitent rejoindre le jury peuvent se manifester parce que c'est toujours très intéressant. Donc, cette année, on avait 8 dossiers. On avait classé Dylan ex aequo avec un autre dossier. Et c'était France Pietré-Huxel, qui était la présidente l'année dernière de Prolifique, qui avait dit on va introduire une étape supplémentaire dans le grain de chercheurs qui est interviewer les candidats. Et lorsqu'on interviewait Dylan, c'était la l'unanimité, ça faisait plus un peu. Et donc voilà, c'est comme ça que Dylan. Mais c'était une super idée d'ailleurs de faire ça, parce que même pour nous, ça nous prépare pour vulgariser et tout. Oui, c'est beaucoup mieux. Ouais. Ah oui, c'est pas pareil que écrire un texte où on peut prendre le temps. Enfin, là,
Ah ben, et puis même pour nous, hein. Et puis même pour nous, on fait que ça, on est obligé de faire de la médiation scientifique. Donc, non, non, c'est super qu'ils aient fait ça. Ouais, ouais. Et donc, ben, on te laisse parler. Ben, merci beaucoup. Allez. Hop, je vais enlever ça. Voilà. C'est tout bon? Ça, je reste assis pour le Zoom et pour gérer. Ouais, ça marche. C'est bon? Ouais. Non, ouais, ouais. Oui, oui, du coup, ça enregistre tout et tout. Ouais, c'est bon. Bah, bonjour à tous et merci encore une fois pour cette opportunité. Ça me fait vraiment plaisir d'être là et de vous présenter donc les travaux. Donc moi, je vais vous parler de mes travaux de thèse et comment donc une petite bactérie peut se jouer de notre système immunitaire. Alors, si ça veut bien. Alors, je commence un peu par une introduction pour le contexte, savoir ce que j'ai fait un peu avant. Donc, j'ai un parcours académique assez classique. Donc, j'ai fait une licence de sciences de la vie à la faculté des sciences de Montpellier. Et je me suis spécialisé avec le parcours microbiologie. C'est vraiment ça qui m'intéressait le plus, de voir un peu les interactions avec les pathogènes, comprendre un peu les maladies et voir comment nous, en tant qu'être, on avait cette interaction. Ensuite, j'ai continué avec un master en infectiologie toujours à la faculté des sciences de Montpellier. Donc le master, il s'appelle Infection Biology, mais en gros, c'était vraiment typé immunologie et microbiologie. Donc toujours l'interaction entre les pathogènes, donc bactéries, virus et parasites, et notre corps. Et en 2023, donc j'ai attaqué ma thèse. Donc j'ai commencé mon doctorat à l'Institut de recherche en infectiologie de Montpellier, donc l'IRIM, qui fait partie du CNRS. Et dans ce cadre donc de ma thèse, j'ai pu faire pas mal de choses d'un point de vue médiation scientifique, et du coup, Prolific vient s'ajouter à la liste, donc je suis très content. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui pour remettre un petit peu de contexte à l'échelle microscopique. Donc, moi, je vais vous parler donc de cellules qui sont des cellules humaines que moi, je cultive en laboratoire. Je vais vous parler d'une bactérie donc qui est Coxiella burnetii. Je vais vous expliquer un peu ce qu'elle fait dans notre corps. Et je vais vous parler de protéines, donc qui sont encore plus petits. Je vais vous parler de protéines à la fois bactériennes et des protéines également de nos cellules. Donc, Coxiella burnetii, c'est une bactérie intracellulaire obligatoire. Donc, ça veut dire elle va forcément devoir rentrer dans nos cellules pour pouvoir se multiplier. Moi, je la compare à un ninja, en fait, parce que elle, son but, c'est vraiment de se faire discrète et de ne pas se faire détecter par nos cellules une fois qu'elle va nous infecter. Vous allez voir pourquoi après. Donc, dans la nature, Coxiella, elle va infecter à la fois les animaux sauvages et les animaux d'élevage. Et le transfert peut se faire directement ou indirectement via l'éthique. Et donc, les animaux qui vont être infectés, ils vont contaminer leur environnement. Et c'est via donc cet environnement contaminé que nous, on peut être infecté. Donc, ça va être surtout les personnes qui vont travailler avec du bétail, les vétérinaires, les agriculteurs, qui vont être vraiment les premières personnes pouvant être infectées par cette bactérie. Et donc, elle va rentrer donc, par inhalation. Donc, elle va infecter nos voies aériennes, donc les poumons. Dans 60% des cas, elle va rester dans notre corps, elle va pouvoir être éliminée efficacement si on est en bonne santé, si on a un système immunitaire qui est correct. Donc ça, c'est dans 60% des cas. Mais dans 40% des cas, on peut développer donc la maladie qui s'appelle la fièvre Q. Et donc, cette maladie, elle va avoir des symptômes qui sont assez communs à tous les symptômes grippaux de voie aérienne, donc toux, fièvre, mal de tête, ce genre de choses.
mais elle peut devenir plus grave et en forme aiguë, elle peut provoquer notamment des hépatites ou des pneumonies, parce qu'il faut savoir que cette bactérie est capable d'infecter beaucoup de tissus dans notre corps et elle peut être disséminée un peu partout. Et dans 2% des cas, elle peut évoluer vers une forme chronique. Et cette fois, elle peut provoquer des maladies qui sont souvent fatales pour la personne, qui sont par exemple des endocardies, donc des infections du cœur. Alors le problème avec Coxiella, c'est qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de vaccin, que le traitement antibiotique, il est très long, il est très coûteux, et du coup, il va être très éprouvant pour la personne qui va le prendre. Et cette bactérie, elle est aussi connue pour avoir un potentiel infectieux très élevé. 1 à 10 bactéries peut être suffisante pour provoquer la maladie chez un être humain. Donc, c'est une des bactéries avec ce potentiel infectieux le plus élevé. Et c'est pour ça que le traitement va être long. Parce que le problème, c'est que si jamais on a le traitement antibiotique, on est obligé de se faire tester à la fin de ce traitement. Et s'il reste une charge bactérienne, on est obligé de continuer le traitement. Parce que ça peut continuer elle peut continuer à se développer. Et pour toutes ces raisons, ça en fait donc une bactérie qui a un potentiel bioterroriste, donc elle est classée B, donc c'est le deuxième niveau le plus élevé pour les pathogènes, pour un risque justement de développer une arme bactériologique, à savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a pas mal de pays qui justement faisaient des tests pour développer une arme bactériologique à partir de Coxiella. Donc, ce qui en fait un... Excuse-moi. Oui, oui. Il y a des porteurs sains de ça? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et qui vont développer un moment ou un autre la maladie? Bah, par exemple, toutes les personnes qui vont avoir à un moment donné un système immunitaire qui va être plus faible ou une maladie autre, oui, elle peut se développer. Et le problème, c'est que, par exemple, au niveau du nombre de cas, c'est assez sous-représenté du fait qu'on ne teste pas forcément pour la fièvre Q et pour Coxiella, parce que ce n'est pas une bactérie qui est très connue. Et les méthodes de détection sont assez compliquées aussi. Donc, oui, il y a des porteurs sains, notamment dans les personnes que je disais précédemment, notamment les agriculteurs, les vétérinaires. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter hein, pour la compréhension, tout ça. On peut détecter les maladies. On peut détecter ceux qui sont- Oui, tout à fait. Bah, souvent, en fait, hop, je reviens. Là, c'est pour ça que j'ai mis, hop, là, on le voit mieux. J'ai j'ai mis un fœtus dans le mouton parce que souvent, ça va provoquer chez les animaux des problèmes de mise-bas. Il va y avoir des morts-nés ou alors des avortements prématurés. Enfin, ça va être des avortements chez les animaux. Et c'est comme ça que souvent, on peut détecter si l'animal est malade. Et également, si les personnes à risque vont développer une maladie, directement, on va tester tous les animaux qui sont, enfin, les animaux d'élevage. Non. Non, non, ça coûterait beaucoup trop cher. Parce que les méthodes de détection, c'est par PCR. Donc, au sein des animaux, c'est compliqué. Et du coup, c'est vraiment si jamais il y a des suspicions directes qu'on va appliquer les tests. Alors, dans nos cellules, qu'est-ce qui va se passer une fois que notre petit ninja il va rentrer? Donc là, c'est en gros une cellule, c'est imagé. Donc, on va avoir la membrane de la cellule. Donc, ça va être vraiment l'intérieur de notre cellule avec le noyau. Et donc, notre bactérie, elle va rentrer dans nos cellules. Elle va être internalisée au sein d'une sorte de poche. Et en temps normal, quand une bactérie ou même autre est internalisée dans nos cellules, elle va suivre une voie de dégradation. Donc, notre cellule, le but, c'est de s'en débarrasser. Donc, elle va, cette poche d'internalisation va fusionner avec des compartiments de la cellule. Donc, elle va suivre cette voie de dégradation. Donc, le compartiment va devenir mature. Et il y a un compartiment clé qui est un compartiment très acide qui, lui, est là pour vraiment venir fusionner avec le compartiment qui contient les bactéries. Et une fois qu'il y a cette fusion, il y a le milieu donc, de là où se trouvent les bactéries qui va devenir très acide. Et ça, en temps normal, c'est censé tuer les bactéries. Sauf que, bah, malheureusement pour nous, dans le cas de Coxiella, elle adore. C'est vraiment, elle adore, elle est à la piscine pour elle. Donc du coup, là, ça va être le signal pour elle de se défendre.
dès qu'il va y avoir donc l'acidité autour d'elle, elle va se défendre. Et là, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais elle va avoir un gadget. Donc ce petit ninja, il va avoir un système de sécrétion. Ce système de sécrétion, c'est une sorte d'aiguille, en gros, qui va lui permettre de transpercer en fait la membrane dans laquelle elle se trouve. Donc la petite poche là, elle va pouvoir la transpercer. Et ça va lui permettre de sécréter des protéines à elle. Donc ses propres protéines vont se retrouver dans notre cellule. Donc ça va plus être confiné au sein de la poche d'internalisation, ça va vraiment se retrouver dans la cellule. Et ces protéines bactériennes, donc de Coxiella, elles vont avoir tout un tas de rôles. Et là, ça va être Coxiella qui va contrôler qui va contrôler notre cellule. Donc là, c'est vraiment elle la conductrice. Elle va pouvoir modifier énormément de choses. Et elle, son but, c'est vraiment de rester dans ce compartiment et de le faire grossir, mais de le faire vraiment grossir. Et en fait, elle va faire en sorte, avec justement ses propres protéines bactériennes, tous les compartiments que vous voyez que je vous ai parlé précédemment, ils vont venir et ils vont fusionner en fait avec ce compartiment pour vraiment le faire grossir. Et comme ça, bah, elle a de la place, elle va pouvoir se multiplier et survivre tant qu'elle le veut. Donc là, je vous ai imagé en microscopie ce que ça donne. Donc là, on voit trois cellules donc, qui sont délimitées en bleu. Ça va être la membrane qui va être colorée en bleu. Et donc là, on peut voir en rouge, ça va être donc la poche dans laquelle elle se trouve. Et en vert, vous voyez, c'est que des bactéries. Donc ça représente vraiment énormément du volume de la cellule. Et ça, en temps normal, une cellule qui a ça, elle n'est pas censée survivre du tout. Ça, c'est anormal de voir des choses comme ça. Et donc, c'est ce que je vous ai dit. En temps normal, quand il y a une poche qui est aussi grande et en plus autant de bactéries dans une cellule, elle, si elle n'arrive pas à se débarrasser d'une bactérie, qu'est-ce qu'elle va faire? Son but, ça va être de mourir pour empêcher qu'il y ait encore plus de bactéries et qu'elles se développent encore plus. Sauf que Coxiella, elle, je vous l'ai dit, elle ne veut pas que la cellule ne meure. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, mais il y a beaucoup de pathogènes qui ont cette stratégie-là. C'est pour ça qu'elle est assez unique, parce elle prend à contre-pied un peu ça. Et elle, son but, c'est vraiment de continuer à se multiplier dans la cellule. Et par exemple, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle comment elle va comment elle va se disséminer en fait dans le corps. Il n'y a pas de signaux qui vont faire que la cellule va justement relarguer toutes les bactéries dans le milieu. Et même, on a déjà fait des temps d'infection très longs et on voit des cellules se diviser avec la vacuole à l'intérieur. Et ça, c'est exceptionnel. C'est pas censé arriver. Et du coup, on peut avoir des bouts de la vacuole contenant Coxiella, donc cette niche réplicative, dans les cellules filles. Donc vraiment, elle se comporte de façon assez atypique. Et donc, pour éviter que la cellule ne meure, elle va utiliser encore une fois ses propres protéines bactériennes pour, encore une fois, cibler des voies donc de mort cellulaire qui sont clés et pour empêcher que la cellule ne meure et que la cellule prévienne également les cellules autour pour dire moi je suis infecté, venez m'aider pour essayer d'endiguer cette infection. Donc là, je vais vous parler en gros, la première ligne de défense de notre cellule et comment, du coup, les cellules, en temps normal, vont déclencher l'inflammation. L'inflammation, pour tout le monde, donc voilà, c'est quand on est infecté, on va avoir rougeur, douleur, ce genre de choses. Ben, ça, c'est pourquoi? C'est parce que nos cellules, elles vont prévenir les autres pour venir justement sur le lieu de l'infection et pour pouvoir justement se débarrasser de l'élément étranger. Donc là, dans notre cas, ça va être la bactérie. Et donc moi, je m'intéresse à cette première ligne de défense et comment nos cellules vont déclencher l'inflammation. C'est via donc ce petit soleil qu'on a là qui s'appelle l'inflammasome. Et cet inflammasome, c'est donc dans nos cellules spécialisées dans l'inflammation, c'est un complexe de plusieurs protéines. OK? Ces protéines, il va y en avoir plusieurs. Donc, il va y avoir d'abord les capteurs, qui eux sont là. Leur rôle, ça va être de capter justement s'il y a un problème qui se passe dans la cellule.
s'il va y avoir une infection, on va le détecter parce que ça va modifier certaines choses dans la cellule. Donc, vraiment, eux, leur rôle, c'est de capter s'il y a un danger. Il va y avoir les ciseaux. Donc ça va être une autre protéine qui est, elle, vraiment la protéine clé de l'inflammasome. Pourquoi? Parce que elle va être la cible justement de ce complexe. Je vais vous expliquer après pourquoi. Entre les deux protéines, entre le capteur et les ciseaux, on va avoir l'adaptateur. Donc elle va juste faire le lien entre les deux pour justement former ce complexe. Et enfin, il y a une protéine stabilisatrice qui va permettre justement que le complexe tienne en place. Et pourquoi je vous ai dit que les ciseaux étaient donc la cible de ce complexe protéique? C'est parce qu'une fois que ce complexe va être formé, les ciseaux vont devenir actifs. Donc ça veut dire que la protéine, elle va être légèrement différente. Il va y avoir une partie qui va être coupée et qui va être relarguée dans la cellule. Et du coup, on va passer d'un ciseau inactif à un ciseau actif. Et ce ciseau actif, c'est lui qui va permettre de modifier d'autres protéines dans la cellule, notamment les messagers de l'inflammation, qui sont clés pour justement venir prévenir d'autres cellules. Ouais, ouais, c'est la cellule. Là, c'est vraiment ce qui se passe dans nos cellules en temps normal. Donc là, c'est comment notre cellule va se défendre en temps normal et ce qu'elle va faire. Ouais. Et donc ces ciseaux vont également agir sur d'autres protéines pour former des pores. Donc des pores, ça va être des trous dans nos cellules pour laisser passer justement les messagers de l'inflammation. Sauf qu'au bout d'un moment, plus il y a de trous dans la cellule, plus elle a de chances de mourir. Donc du coup, ça va provoquer la mort de la cellule, mais en déclenchant l'inflammation parce qu'elle va du coup relarguer tout plein de messagers dans le milieu extracellulaire. Et ça va permettre donc aux autres cellules de le capter et de venir sur le lieu de l'infection pour venir aider et pour venir tuer les bactéries potentielles qui sont sur le lieu de l'infection. Sauf que nous, on s'est demandé, parce qu'on a vu, il y a d'autres équipes qui travaillent là-dessus et même celles avec qui je travaille, donc qui ont mis en évidence que justement Coxella avait la capacité de réduire l'inflammation. Donc vraiment empêcher que la cellule ne prévienne les autres. Mais sauf qu'on ne sait pas exactement comment. Et donc, on peut se demander si ce n'est pas lié à cet inflammasome. Est-ce que Coxiella n'est pas capable de justement impacter cet inflammasome pour empêcher juste après l'inflammation? Alors, il y en a une, mais elle est très faible. Par rapport à, par exemple, d'autres bactéries, d'autres modèles bactériens, ça va être vraiment extrêmement faible. Donc, il y en a quand même une parce que ça modifie énormément de choses dans la cellule et elle ne peut pas tout arrêter non plus. Mais comparé à d'autres bactéries, c'est vraiment très, très faible. L'activation des systèmes immunitaires et la toxicité, tout ça, ça marche pas. Donc, tout ce qui est spécifique dans Ça va venir après. Les lymphocytes B ne vont pas être la cible préférentielle. Ça va être sur tous les macrophages, macrophages alvéolaires, donc tout ce qui va se trouver dans les poumons. Mais même, par exemple, dans les lymphocytes, pour tout ce qui est présentation antigénique, il va y avoir justement un arrêt parce qu'elle va impacter la voie de sécrétion. Et donc, du coup, elle va empêcher justement de faire de la présentation antigénique pour ces cellules-là. Mais là, moi, je me spécialise surtout dans tout ce qui est cellules, donc les macrophages typiquement. Et donc, eux font plus de médiation avec les messagers de l'inflammation. Et là, vraiment, ce qui va être impacté, ça va être d'autres voies qui sont liées à ça, au recrutement d'autres cellules, notamment les lymphocytes, etc. Ça répond à... avant Ouais. la sécrétion des lymphocytes B. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment très, très tôt Là, c'est pour ça que je parle de première ligne de défense, parce que les macrophages, ça va être vraiment l'infanterie. Ouais, c'est l'infanterie, on les envoie en premier, et, parce qu'eux, ils sont capables. Oui, exactement, exactement. Et après, il y a l'immunité donc adaptative qui se met en place, et là, ça prend plus de temps. Mais moi, du coup, je m'intéresse vraiment au temps précoce de l'infection.
on revoit notre petit ninja. Donc, notre petit ninja, qu'est-ce qu'il va faire pour potentiellement contrer ça? Donc, il va donc sécréter ces protéines bactériennes et il y a une de ces protéines qui a donc tapé dans l'œil de mon équipe qui s'appelle IKB. Et cette protéine, pourquoi elle a tapé dans l'œil? C'est parce qu'elle allait avoir une structure qui était très semblable à celle des capteurs. Et en fait, on sait que les capteurs interagissent entre eux. Donc, du coup, ils se sont dit, est-ce que cette protéine n'est pas capable d'interagir avec elle pour venir perturber justement la formation de cet inflammasome? Donc, moi, le but de ma thèse, ça va être vraiment de caractériser donc, cette protéine IKB, qui est une protéine bactérienne de Coxiella. Et donc, cette fois, la question, ça va être, est-ce que du coup, l'impact que va avoir Coxiella sur l'inflammasome ne serait pas via cette protéine IKB. Et donc, in fine, elle va pouvoir également diminuer l'inflammation de façon générale. Donc, ce que j'ai voulu faire tout d'abord, c'est de voir si cette protéine IKB, elle était vraiment capable donc d'interagir avec ces protéines capteurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cellules humaines, donc les macrophages dont je vous parlais, Et, euh, et avant de faire tout ce qui est infection, j'ai voulu voir, lorsque je mets artificiellement la protéine et les capteurs ensemble, est-ce qu'il va y avoir une interaction? Est-ce qu'elles vont aller au même endroit? Donc pour ça, j'ai regardé par microscopie. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là, j'ai des cellules tout d'abord qui vont donc exprimer, donc avoir ma protéine, donc les capteurs qui vont être en rouge. Et en haut, c'est avec une autre protéine contrôle avec laquelle elle n'est pas censée interagir. Donc, c'est vraiment pour voir si derrière, si j'ai une interaction, c'est vraiment spécifique de mes deux protéines. Et donc, ce qu'on voit tout d'abord, c'est que, mince, je ne suis pas allé dans le bon sens, c'est que de base, donc, le capteur va être réparti dans l'intérieur de la cellule. Voilà, il ne va pas avoir de localisation particulière. Ça va être assez diffus dans la cellule. Il ne va pas y avoir spécialement d'interaction avec ma protéine contrôle. Par contre, lorsque je vais mettre cette fois ma protéine IKB, donc ma protéine de Coxiella, en contact avec mes protéines donc capteurs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une relocalisation des deux protéines au même endroit. Donc là, elles vont être exactement au même endroit. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est de la fluorescence. Et oui, c'est de l'immunofluorescence. Donc, du coup, je vais marquer mes capteurs en rouge et IKB, il fluoresce naturellement dans le vert. Donc là, vraiment, c'était super intéressant parce que ça mettait en lumière que potentiellement, IKB pouvait interagir et également, plus que ça, elle allait provoquer une relocalisation de ces capteurs-là. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que potentiellement, en temps normal et quand il ne va pas y avoir de danger, notre capteur va faire sa petite vie. Sauf que IKB, ce qui va venir, c'est qu'il va prendre ce capteur et faire une sorte d'inflammasome. Mais sauf que ce ne sera pas un inflammasome actif. Donc, les protéines capteurs qui sont censées être dans un inflammasome donc, actif, elles ne vont pas pouvoir le faire. Donc ça, c'est la première théorie que j'ai vue, que j'ai eue en ayant justement ces résultats. Et après, du coup, j'ai voulu voir avec une autre protéine de l'inflammasome. Donc cette fois, je me suis intéressé à la protéine donc adaptatrice. Donc c'est celle qui fait le lien justement entre nos capteurs et nos ciseaux. Et ce que j'ai vu, c'est que naturellement, cette fois, l'adaptateur va former des sortes d'inflammasomes. Donc ça va former ces grosses poches que vous voyez en rouge. Et donc ça va avoir une structure qui va ressembler justement à ces inflammasomes, contrairement aux capteurs qui, eux, vont pas s'associer seuls. Et ce que j'ai vu, c'est que cette fois, lorsque j'allais mettre ma protéine IKB, qu'on voit ici en vert, elle allait se retrouver piégée dans justement cette sorte de cage qui est formée par ma protéine adaptatrice. Donc là, je me suis dit, OK, donc potentiellement, elle prend même la place
des ciseaux. Parce que normalement, ça, c'est la place où il est censé avoir l'autre protéine la plus importante pour l'inflammasome qui sont les ciseaux. Donc là, c'est possible que, justement, ma protéine prenne la place et se retrouve vraiment au centre de notre soleil pour empêcher, justement, que l'inflammasome soit actif et puisse bah, faire toute la cascade dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est pour un peu résumer ce que je disais. Donc, là, par rapport à ce que j'ai vu, j'ai mis l'hypothèse que potentiellement IKB allait donc venir interagir avec les protéines, donc ces capteurs, et également à se retrouver donc dans cette sorte d'inflammasome pour empêcher qu'il soit actif. Donc maintenant, pour vérifier ça, fallait que je le vérifie en infection. Cette fois, il fallait vraiment que je vois ce qui se passait en infection. Donc là, c'est bien, on a vu ce qui se passait lorsqu'on mettait les deux protéines ensemble, on voit qu'il se passe quelque chose. Mais moi, mon but, c'est de voir s'il y a un impact même sur le reste de la cascade, s'il y a un impact sur l'activation de ces ciseaux, s'il y a un impact sur le relargage de ces messagers de l'inflammation. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et pour ça, j'ai utilisé plusieurs souches de Coxiella. Vous m'arrêtez si jamais. Donc, il va y en avoir une qui est ma souche contrôle. Donc, elle, c'est une souche normale qu'on va retrouver dans la nature. Euh, en- non, je suis en P2 parce que c'est une souche atténuée. Ouais, ouais, c'est. Oui. Oui, oui, je suis obligé d'être en semi-confinement du coup. C'est en laboratoire P2. Non, parce que vu que c'est une souche atténuée, techniquement, on n'est pas censé développer de maladies si jamais on est infecté. Mais je sais qu'en Angleterre, la souche, enfin, c'est les normes qui sont comme ça, mais par exemple, en Angleterre, la souche sur laquelle on travaille, eux, ils la manipulent en P3. Donc voilà, c'est la France. Ils se sont dit, c'est moins dangereux. Voilà, exactement. Ils sont plus souples, alors que d'habitude, pas trop, mais là, ils le sont. Donc voilà, donc ça va être ma première souche contrôle. Ensuite, je vais avoir une souche qui ne va rien sécréter. Donc, elle va avoir cette petite aiguille dont je vous ai parlé. Elle va être dysfonctionnée. Enfin, elle va dysfonctionner. Et du coup, elle va pas pouvoir, la bactérie ne va pas pouvoir donc libérer toutes ses protéines dans la cellule. Donc ça va être un contrôle pour voir ce qui se passe quand la bactérie ne peut pas justement manipuler la cellule. Ensuite, la plus importante, ça va être la souche qui va ne pas avoir la protéine IKB. Donc là, ça va être vraiment pour voir ce qui se passe une fois que j'ai pas IKB dans ma bactérie. Est-ce que ça va changer quelque chose comparé à ma souche contrôle? C'est exactement ce que je veux voir. Et ensuite, je prends cette souche et je remets IKB artificiellement à l'intérieur. C'est aussi pour confirmer les résultats que je vais avoir. Donc voilà, c'est ce qu'on fait en général quand on fait des manips. C'est pour être sûr vraiment de ce qu'on voit, c'est spécifique à ma protéine. Et ensuite, donc, je vais venir infecter des cellules humaines. Donc là, c'est les macrophages dont je vous parlais. Je vais collecter le milieu de culture des cellules. Donc là, ça va être pour voir un peu ce qu'il y a dans le milieu de culture. Vu que je vous ai dit que, par exemple, les messagers allaient se retrouver en dehors des cellules, les messagers de l'inflammation. Donc là, je vais voir s'ils se retrouvent justement dans ce milieu de culture. Et je vais également récupérer les cellules. Pourquoi je vais récupérer les cellules? Pour voir justement les protéines dont je vous ai parlé juste avant, donc les ciseaux, les capteurs, pour voir un peu bah, ce qui se passe avec eux. Est-ce qu'ils vont être impactés? Oui, c'est des THP1. C'est des macrophages dérivés d'un cancer, c'est un ostéosarcome. Du coup, c'est des lignées stables. Oui, voilà, exactement. Et après, j'ai fait aussi des tests sur des macrophages dérivés du sang humain. Du coup, on récupère du sang à l'EFS et on fait d'autres expériences. Oui, il ne veut pas passer. Alors là, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une infection à Coxiella. Donc ça va être les cellules qui ne sont pas infectées. Donc ça, c'est les cellules normales, voilà, elles font leur petite vie. Et une fois qu'on va les infecter avec Coxiella,
ça va donner ça. Donc ça, c'est la souche contrôle. Vous voyez, ça, c'est les vacuoles dont je vous parlais. Donc, c'est les grosses poches qui vont contenir les bactéries. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vraiment là, avec les THP1, c'est encore plus marqué qu'avec d'autres lignées cellulaires. La poche, elle va vraiment représenter 80-90% du volume de la cellule. Donc c'est énorme. Ça, une cellule, elle est censée mourir quand, quand on lui fait ça. Et donc ça montre bien que le but de Coxiella, c'est justement de former ces grosses vacuoles. Ça va être la souche qui va pas faire de sécrétion. Donc là, on peut voir qu'il y a une grosse différence parce qu'elle va rentrer dans les cellules, mais sauf que vu qu'elle va pas pouvoir envoyer toutes ses protéines via son système de sécrétion, elle va rester dans les petits compartiments immatures que je vous parlais précédemment. Donc ça va être les poches de base et ça va pas former ces grosses vacuoles. Ensuite, ça c'est avec mon mutant. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de modification par contre de la forme de la vacuole. Donc ça c'est important de le vérifier aussi pour voir en quoi ma protéine va être importante. Et là on peut voir que pour tout ce qui est mise en place de ce compartiment, ma protéine ne va absolument pas être importante. Donc ça veut dire qu'elle va avoir un rôle ailleurs. Et c'est le rôle que j'ai commencé à vous parler précédemment. Et encore une fois, pareil, avec ma protéine IKB, toujours une belle vacuole, un beau compartiment. Donc c'est bon, on peut passer aux manipulations. Donc là, ce que moi je faisais, c'est d'analyser plusieurs marqueurs de l'inflammation. Donc sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, ça va être vraiment de regarder à la fois dans les cellules les ciseaux, inactifs, actifs, et dans le milieu de culture, regarder les messagers de l'inflammation. Est-ce qu'il va y en avoir plus ou moins en fonction des souches avec lesquelles je vais infecter mes cellules? En cellules. Donc là, c'est pour vous représenter les traits que vous voyez, donc les traits noirs, ça va être ma protéine. Donc là, ça va être les ciseaux, en haut les ciseaux inactifs et en bas les ciseaux actifs. Il faut savoir que plus la bande est noire, plus ça veut dire que j'ai beaucoup de cette protéine dans mes cellules infectées. D'accord? Si jamais ce n'est pas très clair, n'hésitez pas à me demander. Et donc, à gauche, on va avoir donc l'infection avec la souche contrôle. Donc ça, c'est ce qu'on s'attend à voir dans une infection normale. Donc on peut voir que il va y avoir très peu de ciseaux, voire pas de ciseaux actifs. Donc ça veut dire que vraiment, elle va impacter l'inflammasome que je vous parlais. Et son but, c'est vraiment d'éviter que ce ciseau soit actif pour empêcher le reste de la mise en place de l'inflammation. Sans sécrétion, pareil. De toute façon, comme on l'a vu, les cellules, elles font leur petite vie, elles ne sont pas trop impactées par cette souche-là. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que lorsque j'enlève ma protéine IKB, là, on voit qu'il y a beaucoup plus de ciseaux actifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir beaucoup plus d'inflammation qui va être mise en place et donc l'inflammasome va être efficace. Parce que, souvenez-vous, les ciseaux, ça va être vraiment la cible de cet inflammasome. Donc, si j'ai plus de ciseaux actifs, ça veut dire que j'ai la formation de mon inflammasome et donc après tout le reste de la cascade. Donc, ça a été vraiment un point déterminant pour moi, c'est de voir que lorsque j'enlevais ma protéine KB, il y allait avoir un impact justement sur cette protéine-là. Et ensuite, j'ai voulu aller plus loin. Et souvenez-vous, j'ai récupéré aussi le milieu de culture. Donc, je me suis dit, étant donné que les ciseaux impactent directement les messagers qui vont se retrouver donc à l'extérieur des cellules, j'ai voulu voir la quantité de messagers qui allaient se retrouver dans mon milieu de culture. Donc là, en rose tout à gauche, on voit que c'est avec ma souche contrôle. Donc il va quand même on peut voir qu'il y a quand même des messagers de l'inflammation qui vont être relargués par ces cellules. On peut voir que sans sécrétion, va vraiment y avoir aucun impact sur la cellule. Donc, il va y avoir très peu de messagers qui vont être relargués à l'extérieur de la cellule. Par contre, encore une fois, lorsque je vais enlever ma protéine IKB, et bien là, j'ai une augmentation des messagers
qui vont se retrouver dans le milieu extracellulaire. Donc, ça veut dire que ces cellules-là, elles vont pouvoir prévenir les cellules aux alentours. Donc ça, c'était vraiment la chose la plus importante pour le projet, c'était vraiment de prouver, d'une part, que ma protéine pouvait interagir, d'accord, avec les protéines de l'inflammasome. Mais là, on peut voir qu'il y a vraiment un impact, donc, lorsqu'on enlève ma protéine. Ça ne veut pas passer. Si. Donc voilà, lorsque j'ai plus la protéine IKB dans les bactéries avec lesquelles je vais infecter mes cellules, donc on peut voir qu'il y a plus de ciseaux actifs et donc il y a plus de messagers de l'inflammation qui vont se retrouver donc, dans le milieu de culture. Ça veut dire quoi concrètement? Donc on reprend mon petit schéma de tout à l'heure. Ça veut dire que la protéine IKB va donc empêcher la formation de cet inflammasome, ou en tout cas empêcher la formation d'un inflammasome qui va être effectif. Il va y avoir donc un impact sur le niveau de ciseaux actifs, donc il va y en avoir beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'elle ne va pas pouvoir jouer son rôle normalement. Et donc il va y avoir une grande diminution donc, de messagers de l'inflammation qui vont pouvoir être relargués. Et donc ça veut dire moins de morts cellulaires, parce que également les protéines qui vont former des pores, il y en aura beaucoup moins. Et également beaucoup moins d'inflammation, du fait qu'il y ait beaucoup moins de ciseaux, de protéines ciseaux donc, dans ces cellules. Donc, mon projet, sur le long terme, qu'est-ce qu'il peut apporter également? Déjà, une meilleure compréhension de ce que va être l'infection et comment Coxiella va pouvoir donc inhiber l'inflammation et comment elle va pouvoir donc acquérir ce côté furtif. Également, ça peut être aussi une nouvelle cible thérapeutique, parce qu'on a vu que c'était vraiment très important, cette protéine IKB était vraiment très importante pour la bactérie, pour justement empêcher toute cette inflammation. Et donc, on peut créer de nouvelles drogues ciblant cette protéine pour justement aider toutes nos cellules immunitaires à mieux répondre à cette infection. Et ensuite, on a vu que cette protéine IKB, en soi, ce qu'elle fait, c'est un rôle anti-inflammatoire.